Allez, je vais demander aux experts de prendre place sur leur fauteuil. À l'animateur Christophe de venir s'installer et de mettre son micro Madonna. Ainsi, il nous reste quelques... Nous attendons également Thierry. Ça marche. Je suis ravi que vous ayez développé un des fondamentaux de l'EBG qui est le networking. Merci d'avoir répondu présent sur cette action. On vous a prévu à l'issue des débats une séance de networking supplémentaire avec notamment un cocktail. J'espère que vous vous êtes inscrits à la visite d'Orangel Scare, qui se situe donc sur les côtés de part et d'autre de la table et du buffet, car il s'agit d'un moment fort de cette matinée. Allez, je vous propose de reprendre, si c'est OK pour la régie, avec Pierre Laurent de Voluntis sur les étapes de développement et projets liés au développement des dispositifs médicaux. Pierre Laurent. Merci à tous. Bonjour, Pierre Laurent, je suis donc le président et le fondateur de la société Voluntis. J'ai 10 minutes, je crois, pour vous exposer quelques éléments clés du parcours de notre société que nous avons créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant en France. Alors, nous sommes au départ un éditeur de logiciels spécialisé dans ce que nous avons appelé la gestion de la relation patient. Et lorsque nous avons créé la société, l'idée directrice, c'était de voir comment est-ce qu'on pourrait, à l'aide des nouvelles technologies, notamment web et mobile, pouvoir améliorer le suivi et l'accompagnement des patients chroniques, puisque, on l'a vu ce matin assez largement, c'est un enjeu majeur pour la plupart des systèmes de santé à l'échelle mondiale aujourd'hui. Nous avons au départ donc développé une offre qui s'adresse à des acteurs en B2B. C'est une plateforme technologique qui s'est appelée MedPassport, qui est une plateforme que nous avons développée pour la commercialiser en mode software as a service. C'est une plateforme qui s'adresse à différents acteurs, des industriels de santé, des assureurs et des assisteurs, mais aussi des prestataires de services médicaux. Donc depuis 10 ans, nous avons commercialisé cette plateforme dans à peu près 50 solutions qui ont géré plus de 600 000 dossiers patients dans 20 domaines thérapeutiques. Et nous l'avons déployée dans un peu moins d'une dizaine de pays. Je peux vous donner un exemple pour vous illustrer ce premier business model dont je parlerai ce matin. Roche Diagnostics, c'est un des leaders mondiaux dans le domaine des dispositifs d'autocontrôle des traitements anticoagulants. C'est le leader qui développe un appareil qui s'appelle le CoaguCheck, qui permet à des patients de mesurer à domicile leur taux d'INR. Et cette information, elle est critique à partager avec l'équipe soignante à distance pour faire un ajustement de traitement par un antivitamine K. Nous avons été sélectionnés par Roche en 2009 dans un contrat mondial qui s'est déployé d'abord aux États-Unis et qui maintenant se déploie dans d'autres pays du monde. Et récemment, nous venons de lancer en Scandinavie la plateforme. Donc ici, illustration d'un modèle éditeur de logiciels assez classique, tout compte fait, puisque c'est un modèle de licence logicielle avec des revenus en mode software as a service et puis des services qu'on pourrait appeler de build ou de run, donc quelque chose de très IT. Je voudrais vous parler d'une deuxième activité qu'on a amorcée à partir de 2004 qui en fait correspond à une volonté de notre part d'explorer un autre business model qui est celui de la verticalisation de notre plateforme dans un domaine thérapeutique pour créer une sorte de produit de santé numérique. Ça a été la genèse du projet qui s'appelle Diabéo, qui a été une co-construction au départ entre notre société et un institut de recherche en diabétologie qui s'appelle le CERIT. Ça a été une co-construction puisque nous avons voulu associer nos compétences respectives pour pouvoir faire un système intelligent pour les diabétiques. Et intelligent, ça veut dire qu'il va pouvoir être non seulement un outil de collecte et de partage de données sous forme numérique entre le patient et son équipe soignante, mais aussi un outil qui va vraiment aider à différents moments de la journée le diabétique dans sa prise de décision.
et notamment pour choisir la bonne dose d'insuline à s'injecter. Donc c'est un système qui a fait l'objet d'un développement conjoint avec différents volets. Ça prend la forme d'une application mobile téléchargeable sur un smartphone. Donc il y a une sorte de véritable carnet électronique de suivi du diabète pour les patients, qui leur permet de saisir des informations, soit sous forme manuelle, par exemple la glycémie, les nombres de glucides qu'ils vont manger dans un repas, l'activité physique, ou bien de façon électronique, puisqu'on se connecte avec des lecteurs de glycémie grâce à l'interopérabilité des dispositifs médicaux communicants aujourd'hui. Ces données sont utilisées par le patient sur son smartphone. Le patient bénéficie de son aide à la décision. Donc il y a une dimension autogestion de la maladie à différents moments de la journée. Et nous transmettons ces informations grâce à Internet pour une mise à disposition à distance à l'équipe soignante. Donc le médecin a son espace personnel en ligne de façon sécurisée, dans lequel il va pouvoir retrouver des tableaux de bord, des graphiques, des analyses qui vont lui permettre de mieux apprécier l'état de santé de sa patientèle et de se focaliser à bon escient sur les situations les plus à risque des patients. Nous avons inauguré aussi récemment un accès pour des paramédicaux, ce qu'on appelle des infirmiers de télédiabétologie, qui, sur délégation du médecin, vont pouvoir aussi jouer un rôle dans le télésuivi de la maladie. Alors nous avons beaucoup travaillé sur un sujet qui est celui de la génération d'évidence médicale, puisqu'on en a parlé ce matin, la démonstration de la valeur est clé, notamment lorsqu'on veut parler de nouveaux business models. Et en 2005, avec nos partenaires scientifiques, nous avons lancé un programme d'évaluation clinique qui s'est traduit par différentes études qui ont abouti en 2009 à la démonstration, à la fin d'un essai randomisé contrôlé multicentrique en France, à la démonstration que ce système améliorait significativement l'équilibre glycémique des patients diabétiques. Et pour vous donner juste un exemple, le résultat qu'on a obtenu est comparable à ce qu'obtiennent des médicaments dans ce domaine qui sont diffusés à très large échelle, qui font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était un résultat très marquant qui a suscité déjà beaucoup d'intérêt de la part de la communauté médicale et qui a aussi suscité l'intérêt de nouveaux partenaires, puisqu'on a eu la possibilité, à partir de ce moment où on avait généré ce niveau de preuve sur la solution, d'intéresser un acteur qui s'appelle Sanofi, qui a passé un accord de licensing avec nous pour envisager l'étape suivante, qui est la valorisation de cette innovation sous forme d'un produit de santé remboursé en France. Donc c'est un partenariat que nous avons conclu en 2011, dans lequel Sanofi sera le commercialisateur à grande échelle de cette solution. C'est donc, en fait, même si c'est un logiciel, c'est un produit de santé numérique. C'est même plus que ça, c'est un, entre guillemets, pour être plus précis, c'est un dispositif médical, puisque en fait, la réglementation européenne a évolué. Une transposition d'une directive européenne de 2007 en droit français en mars 2010 indique que des logiciels autonomes qui aident au diagnostic et au traitement sont considérés comme des dispositifs médicaux à part entière. Et à partir de ce moment-là, un système comme Diabéo, qui, quand on allait voir les autorités il y a 4-5 ans, je dirais, on n'arrivait pas à le mettre dans une case très fléchée, eh bien, enfin, il a pu, entre guillemets, trouver sa place dans le système de soins. C'est un dispositif médical en tant qu'objet technologique. Dispositif médical donc, qui impose un grand nombre de contraintes sur le développement, une prise en compte du risque patient à toutes les étapes des processus. Donc, ce qui nous a amené à créer un département qualité réglementaire en 2008. Et nous avons aussi pu ouvrir la porte d'un schéma de remboursement qui est fléché en France, celui du parcours du dispositif médical. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour obtenir un remboursement? Alors pour être dans le secteur un petit peu compliqué qu'on a vu tout à l'heure sur les slides, notamment à gauche, puisqu'on ambitionne ni plus ni moins qu'un remboursement par l'assurance maladie de ce produit. Eh bien, nous avons présenté les résultats obtenus il y a à peu près 2 ans maintenant aux autorités de santé en France, qui se sont déclarés extrêmement intéressés par cette innovation. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que la France est leader, puisqu'il n'y a pas de produit dans le monde aujourd'hui qui ait fait un niveau de preuve plus élevé que le nôtre dans ce domaine-là. Cela dit, les résultats qu'on a obtenus sur le plan clinique ont été jugés encore insuffisants pour permettre de passer à l'étape de remboursement. Qu'est-ce qu'il nous manque, selon les autorités? Ce sont des données notamment sur le plan économique,
pour donc démontrer que ce système permet d'avoir une efficience, c'est-à-dire tracer précisément les dépenses de santé entre les gens qui l'utilisent et les gens qui n'utilisent pas. Et donc c'est un volant de données qui nous manque. Comment recueillir ces informations? Eh bien, dans l'industrie des produits de santé, on sait faire. Hein, c'est la mise en place d'études de grande envergure. Donc là, nous sommes dans les starting blocks actuellement pour lancer ce qui sera la plus grande étude au monde sur le plan clinique et économique sur ces technologies mobiles et web dans le diabète. Donc c'est une étude qui s'appelle Télésage. Elle va concerner la moitié des régions françaises, 700 patients, 100 centres investigateurs. Et nous avons donc comme objectif, avec ce nouveau travail d'évaluation, de pouvoir obtenir le niveau de preuve économique suffisant pour obtenir un remboursement. Donc on arrive sur une thématique qui est celle de l'évaluation, qui est un sujet complexe, puisque vous voyez que toutes les marches d'escalier qu'il a fallu franchir depuis 2004 maintenant autour de cette solution pour arriver à générer la démonstration de valeur, prouver l'évidence dans l'optique d'obtenir un remboursement. À côté de ça, vous avez, si on va notamment dans les pays anglo-saxons, des assureurs qui commencent à prendre en charge ce type d'innovation, hein, sous différentes formes, mais les remboursements se mettent en place. Donc on peut se poser la question sur la filière en France hein, aujourd'hui. Est-ce que nous allons attendre encore 3-4 ans qu'on va refaire des évaluations hein, de plus grande envergure pour arriver à, nous l'espérons un jour, à ce remboursement, ou bien nous allons pouvoir trouver des modes de travail un peu plus intelligents, un peu plus collaboratifs entre industriels et pouvoirs publics pour commencer à embrayer sur des nouveaux business models, pouvoir préfigurer des nouveaux modes de remboursement avec des accords, par exemple, de partage de risques et de valeurs qui vont être des acteurs innovants. Au départ, donc, Diabeos, c'était une co-construction entre un acteur technologique et un acteur médical. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une co-construction avec un partenariat qui est tripartite, donc acteur technologique, acteur médical et acteur pharmaceutique experts de la commercialisation à grande échelle de ces innovations. Et maintenant, nous voulons faire une co-construction avec les autorités donc pour pouvoir définir ces nouveaux modèles de prise en charge qui vont se déployer, nous l'espérons, à grande échelle dans les années à venir en France. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions concernant cette solution et le chemin un petit peu fastidieux que nous avons employé puisque vous êtes dans le secteur de l'électronique et c'est un secteur qui a la réputation d'avancer très vite. Là, vous avez vu que dans un secteur qui est à la convergence entre les technologies de l'information et les produits de santé, on est sur des cycles plus lents mais qui sont les cycles incompressibles, hélas, pour arriver à des remboursements et des prises en charge. Merci. Merci beaucoup. L'appel est lancé, nous avons noté les points. On continue avec l'Institut de la Vision et Emmanuel Gutmann, peut-être. Alors, Emmanuel va nous présenter les modèles économiques originaux, conjuguant des évaluations de produits de santé et de produits grand public. C'est ça ? Voilà. Bonjour, donc je me présente, je suis Emmanuel Gutmann, donc je suis responsable de la partie handicap visuel de l'Institut de la Vision. Donc je vais essayer de vous présenter le modèle original de l'Institut de la Vision dirigé par José-Alain Sahel et mettre le focus sur un bras armé privé qu'on a créé pour faire de l'évaluation et de l'expérimentation. Bouton vert. Donc, je vais voir quelle est notre cible à l'Institut de la Vision. Donc, c'est les personnes atteintes de maladies de dégénérescence de la rétine. Donc, les plus connues, c'est la DMLA, les rétines pigmentaires et le glaucome, qui touchent en Occident à peu près 50 millions de personnes, avec un doublement d'ici 2030. Donc, pour donner un peu plus de chiffres, donc ça représente à peu près 30% des personnes de plus de 70 ans en France. Donc pour comprendre le modèle, qui est un peu unique en son genre, donc le pari, en fait, c'était de fédérer sur un même site de la recherche clinique, de la recherche universitaire et de la recherche industrielle au sein de l'hôpital des 15-20, qui est le premier hôpital d'ophtalmologie d'Europe. Donc on voit l'Institut de la Vision au niveau central, avec un hôtel d'entreprise et un incubateur qui permettent de créer des spin-offs de l'Institut de la Vision qui travaillent à proximité de la recherche de la vision. Et je vais revenir tout de suite là-dessus.
Et l'idée, c'était de dire, si on met le patient déficient visuel au cœur du système, hein, plutôt que de se focaliser sur les découvertes thérapeutiques, on s'aperçoit que dans le domaine de la malvoyance, en fait, il y a une approche palliative qui prend énormément de place, puisque les personnes atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge ou de glaucome n'ont pas de solution thérapeutique régénératrice. Donc c'est des personnes à partir de 60 ans qui ont un vrai handicap dans leur vie quotidienne. Et donc on a souhaité positionner également Institut de la Vision sur cette partie palliative pour travailler sur tout ce qui est amélioration de la qualité de vie, amélioration de l'autonomie et tout le développement des aides techniques. Et donc bien sûr, tout le reste, c'est l'activité centrale de l'Institut de la Vision, hein, toutes les activités de diagnostic et de recherche thérapeutique. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Voilà. Donc, pour répondre à cette partie palliative, donc, contrairement à l'activité naturelle d'un centre de recherche médicale, on est plus dans l'activité d'expertise et de conseil auprès de l'industrie pour développer des outils qui améliorent l'autonomie. Donc là, c'est suite à, dans le cadre du grand emprunt, d'un appel d'offres conjoint de l'État et de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, on a créé le bras armé StreetLab, qui est donc une structure privée dont les actionnaires ultra majoritaires sont l'Institut de la Vision et l'Université Pierre et Marie Curie. Donc le positionnement de StreetLab, hein, c'est de développer tout ce qui va permettre d'améliorer l'autonomie, donc la sensibilisation, parce que dès qu'on quitte, on va dire, les industriels du secteur de la santé, la malvoyance est confondue avec la non-voyance, aussi bien. Donc il y a un gros travail de sensibilisation dans toutes les filières liées à l'habitat, liées, on va dire, à la voirie, à la mobilité, et tout ce qui va être l'industrie du loisir. L'accompagnement pour la conception de nouvelles aides technologiques adaptées, et l'évaluation de produits finaux pour vérifier s'ils correspondent à un réel bénéfice utilisateur. Donc la démarche méthodologique, hein, donc, c'est à partir d'une demande d'un industriel, hein, du secteur de la santé ou n'importe quelle industrie, on développe un protocole expérimental pour définir les bénéfices utilisateurs. On recrute des panels de déficients visuels grâce à la proximité de l'hôpital des 15-20. Et après, il y a une passation de tests, il y a une analyse des données et des recommandations avec l'industrie. Donc c'est un cycle itératif, hein, pour arriver à un produit qui correspond réellement à une demande. Donc pour un peu appuyer cette approche méthodologique, donc on a développé à l'Institut de la Vision un certain nombre de plateformes. Donc la première indispensable, c'est un centre basse vision, hein, pour être capable vraiment de qualifier les défauts visuels des patients atteints de ces pathologies et de voir dans quel type de test ils pourraient rentrer. Parce que pour les néophytes, hein, donc on va dire dans la malvoyance, il y a deux types de symptômes handicapants. Les personnes dont la vision périphérique s'est complètement dégradée, donc c'est les personnes qui perdent complètement la perception du mouvement, et les personnes dont la vision centrale est complètement détruite et qui perdent la vision du détail et qui sont incapables d'avoir des tâches de lecture ou de reconnaissance de visage. Donc là, on voit l'importance de bien qualifier le panel, parce que sinon, on peut ne pas du tout répondre à la demande. Donc là, c'est des orthoptistes et des ophtalmos qui assurent cette fonction. Donc après, on a développé un certain nombre de plateformes de simulation. Donc là, il faut imaginer sur des produits vraiment d'amélioration de la qualité de vie. On peut être sur des produits R&D où le développement est très lourd. Donc on est capable de simuler toutes les pathologies de la rétine et de simuler également les futures aides techniques pour voir si les fonctions correspondent à une attente des utilisateurs et si ça apporte un bénéfice. Donc ensuite, avec la ville de Paris, on a développé une zone d'expérimentation urbaine. Donc là, au niveau juridique, ça veut dire qu'on a l'autorisation de tester grandeur nature des produits qui n'ont pas encore l'autorisation de mise sur le marché et qui n'ont pas été acquis via un appel d'offres par les collectivités pour valider l'intérêt. Également, pour travailler sur toutes les filières de l'habitat, donc on a développé un véritable appartement de type F2 qui permet donc là de travailler sur toutes les problématiques de l'habitat, hein, qui peuvent aller de l'éclairage, la sécurité, tout ce qui peut être lié à la colorimétrie ou du petit électroménager. Et enfin, donc ça c'est la dernière plateforme en cours de construction, c'est de construire au sein de l'Institut une véritable rue artificielle indoor dans lequel on peut contrôler l'ensemble des paramètres, hein, pour faire du monitoring très reproductible, que ce soit l'éclairage, les sources sonores, et de traquer le comportement des patients dans la plateforme afin de pouvoir extrapoler les résultats à l'ensemble de la population cible. Voilà. Donc l'avantage de cette approche, c'est qu'on peut s'écarter de la filière de santé pure, hein.
Donc, je vais vous citer quelques exemples. Donc, on peut travailler sur le bénéfice thérapeutique, donc post-traitement médicamenteux ou post-chirurgie. On peut travailler également sur l'évaluation de l'apprentissage d'une aide technique ou des tests d'usage et des tests d'évaluation. Donc, les exemples, pour ceux qui connaissent un peu l'Institut de la Vision. Donc, c'est un projet qu'on a développé à Essilor, focalisé sur le développement de lunettes informatives à réalité augmentée. Donc, le principe, faut imaginer, c'est des lunettes classiques dans lesquelles on a greffé un guide optique, un micro-écran et une caméra. Et la personne, à l'aide d'un Pocket PC, peut faire du traitement d'image en temps réel et améliorer la scène. Donc, on peut jouer sur la luminance, sur les contrastes des couleurs, sur l'inversion des contrastes, sur le détourage d'image. Donc ça, c'est un produit où Essilor prévoit une version commerciale d'ici 2015. Donc là, pour ceux qui connaissent donc le robot d'Aldébaran, donc là, le rôle de l'Institut de la Vision, c'était d'imaginer tous les tests d'usage pour la relation, on va dire, homme-machine. Donc là, on a travaillé dans le Home Lab avec la société pour réfléchir quels pourraient être les usages qui apportent une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs. Donc encore plus original, donc, avec le groupe Casino, donc on a constitué à l'Institut un magasin laboratoire. Et l'idée, c'était l'approche de Casino, c'était de réfléchir au commerce de demain pour l'adapter aux seniors. Donc là, on utilise la population cible des malvoyants comme une population représentative des seniors. Et le premier item, c'était retravailler le packaging des marques distributeurs. Donc là, on commence à être très loin du thérapeutique. Mais faut savoir que c'est des personnes qui n'osent plus aller faire leurs courses seules, qui restent cloîtrées chez elles. Et donc là, c'est comment redonner envie de sortir de chez soi. Donc le premier item, c'était le packaging. Ensuite, on a travaillé sur l'éclairage, sur la technologie NFC, sur le guidage au sol, sur des préparations d'itinéraires à l'aide d'applications iPad. Voilà. Donc je reste à votre disposition si vous avez des questions. Oui, moi j'ai déjà une première question. Est-ce qu'on pourra récupérer les slides? D'accord, on prendra. Merci beaucoup. On enchaîne de suite. Je vous avais promis un programme chargé. Je pense que je tiens ma promesse avec une personne qu'on aime beaucoup à l'EBG, Marc Salomon, notre partenaire, donc le Figaro Santé. L'idée, c'est au-delà de l'éternelle conclusion qu'on a l'habitude de nous proposer, Marc, c'est peut-être d'avoir un peu la réflexion sur ce modèle du Figaro Santé, la réflexion sur le business model, les alternatives. Marc? Merci Loïc. Oui, donc je ne vais pas vous faire une démonstration du Figaro Santé, je vais essayer d'aller rapidement sur la manière dont on a vu, nous, le modèle économique pour essayer de faire d'un site d'information, parce que c'est quand même bien le cas, quelque chose d'un peu nouveau et d'un peu original dans ce grande prestation pléthorique qu'on voit un peu partout. Donc voilà, donc le Figaro Santé, c'est d'abord un média qui est né sur le papier avec un bon succès sur les compléments du lundi. Et ensuite, sur la base de ce succès, c'est une JV qui a été créée à 50-50 entre le Figaro et CRM Compagnie, qui est l'entreprise que je dirige et qui fait des programmes d'éducation santé et d'éducation thérapeutique. Donc l'objectif est de faire une plateforme santé haut de gamme, et avec deux éléments importants. Premièrement, personnalisé. Ensuite, avec des contenus rédigés par des professionnels de santé. Et surtout, aucun forum, aucune chose de genre pour redonner de l'information un peu sérieuse. On n'est pas contre les forums, mais ça se passe bien entendu en dehors du Figaro Santé. Donc une promesse éditoriale originale avec des news qui permettent aux gens de venir chaque jour, avec un contenu encyclopédique qui est actuellement près de 35 000 questions-réponses, des services à valeur ajoutée pour faire de l'orientation et des programmes personnalisés qui sont des petits programmes d'éducation santé et de découverte de sa santé. Donc 3 thématiques, la santé, le social et le mieux-être. Et donc c'est en ça déjà que le Figaro Santé est original, c'est-à-dire qu'on va vraiment beaucoup aussi sur des thématiques qui sont un peu moins traitées que d'habitude, et avec un principe pédagogique qui a été travaillé et qui répond aux besoins des patients, c'est-à-dire des patients ou des gens qui vont bien, c'est-à-dire comment je me pose des questions. Et vous voyez par exemple sur une fiche maladie classique, on va aussi sur des sujets, comment je m'en protège, comment je vis avec et comment préparer ma consultation. C'est pour ça que cette dimension de cette approche de rendu d'information
information est très apprécié par les professionnels de santé et nous sommes actuellement en négociation et en discussion avec un certain nombre d'acteurs comme le Conseil de l'Ordre, comme la Haute Autorité de Santé, pour devenir un site qui sera prescrit par les professionnels de santé et en tout cas bien référencé dans les nouvelles démarches qui vont être faites et entreprises vu la disparition de la démarche HON. Donc, bon, là, je passe. On a mis beaucoup d'attention sur une iconographie, sur le travail de l'image aussi, pour mieux accompagner les gens. Là, par exemple, nous avons 230 pays qui sont développés sur chaque pays pour avoir une appréciation extrêmement précise de tous les risques, de toutes les précautions à prendre avant, pendant et après le voyage. Donc, je vous ai dit des services au quotidien, des bases de données médicamenteuses réorganisées, là encore, en fonction des besoins des patients. Donc, je passe sur les petits programmes. Donc, actuellement, nous avons 70% des gens qui viennent sur les services et les programmes, et nous avons 30% des gens qui viennent à partir des fiches encyclopédiques, avec une audience, 50% de l'audience qui vient directement sur le site. Nous avions prédit 1 million de visiteurs uniques, c'était notre objectif sur la première année. Nous sommes déjà, selon les statistiques, parce que ça varie beaucoup, entre 1,2 million, 1,3 million selon Nielsen et 1,8 million sur Google Analytics. Voilà notre modèle économique, parce que c'est quand même le sujet du jour. Donc évidemment, l'objectif est de sortir du modèle économique de la pub, de la publicité, compte tenu de sa fragilité et compte tenu des angoisses que ça nous donne chaque jour. Donc évidemment, nous avons une offre bannière et display, mais nous allons un peu plus loin. Nous avons une offre de sponsoring de fiches, c'est-à-dire que nous associons des entreprises à la promotion d'un certain nombre de fiches, mais nous le faisons aussi par rapport aux associations de patients à qui nous donnons un accès, bien entendu cette fois-ci gratuit économiquement, pour qu'ils nous aident à développer nos contenus et qu'on peut leur donner de la visibilité. Donc du sponsoring de fiches, des espaces partenaires sur lesquels les gens peuvent s'exprimer, c'est-à-dire que nos clients, que ce soit les assureurs, que ce soit l'industrie pharmaceutique ou le monde de l'agroalimentaire par exemple, peuvent prendre la parole et s'exprimer dans des contenus que nous co-rédigeons avec nos journalistes. Des programmes qui sont devenus payants. Ces petits programmes coûtent quelques euros, mais c'est notre philosophie d'imaginer que les gens vont commencer à payer un petit peu pour être accompagnés dans le monde de la santé. Le développement d'un espace payant dont je vais vous parler et bien entendu toutes les procédures de recrutement et d'études. Donc rapidement, nous donnons des espaces aux clients, mais ces espaces ont l'avantage d'aller beaucoup plus sur la dimension au-delà du Figaro Santé, je veux dire, d'aller sur lefigaro.fr ou les supports du Figaro. Le groupe Figaro, c'est 15 millions de visiteurs uniques actuellement, donc c'est une très 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 grosse réussite. Et il est évident que quand on propose à nos clients, bien sûr d'être sur le Figaro Santé, mais aussi de se retrouver en fonction des thématiques sur le Figaro.fr ou sur le Figaro Madame, c'est quand même quelque chose qui est très fort. Voilà, le sponsoring de fiches, je vous l'ai dit. Créer de la proximité, donc en fonction, donc c'est les sponsoring de dossiers, je vous en ai parlé aussi. Créer de l'engagement, donc ça c'est nouveau et ça c'est important. Nous nous servons de cette force de frappe pour, sur du service à valeur ajoutée, sur du contenu à valeur ajoutée, à attirer des lecteurs, leur prendre et leur demander leur adresse email pour ensuite pouvoir les attirer sur d'autres prestations, sur d'autres demandes et pouvoir leur parler. Et nos clients adorent ça, évidemment. La médiatisation, on en a parlé, donc avec une dimension partenaire. Et vous voyez par exemple à gauche que là, on part du Figaro.fr et progressivement, on ira vers le Figaro Santé. Des campagnes de communication. Voilà. Et dernière chose, pour être court, une offre payante que nous sommes en train de mettre en place. Cette offre payante, elle aura obligatoirement beaucoup de valeur ajoutée si on veut espérer prendre quelques euros par mois à un certain nombre de personnes. Donc des contenus personnalisés. L'outil a été conçu de manière totale pour que la globalité de l'information puisse changer en fonction, par exemple, si vous dites que vous êtes diabétique ou que vous êtes fumeur, donc il ne vous sera pas présenté la même information. Ensuite, des news dédiées, donc à être en alerte de manière permanente. Donc le Figaro, c'est 450 journalistes avec maintenant une rédaction qui est absolument commune entre le print et l'Internet. Un espace bien-être
pour apporter du positif. Et donc, vous verrez que cet espace était extrêmement chaleureux et avec que des news positives, des choses pour s'accompagner au quotidien, des programmes personnalisés, une assistance téléphonique. Et donc, nous sommes, y compris dans nos programmes d'éducation santé, persuadés que le virtuel ne réussira que si on peut le faire passer à un moment ou à un autre par du présentiel. Et donc, cette dimension de plateforme téléphonique est pour nous importante, avec bien entendu une organisation très structurée et très précise, parce qu'on sait que le téléphone, ça coûte cher. Et ensuite, dernier point, la dimension d'une conciergerie santé. Les gens ont besoin d'être orientés, ont besoin d'être accompagnés. Je me souviens quand j'ai fait Cancer Info Service pour la Direction Générale de la Santé, les premières questions qui arrivaient étaient très simples. C'est premièrement, est-ce que je vais mourir? C'était un peu difficile de leur répondre. Et deuxièmement, où est-ce qu'il faut que j'aille? Donc cette dimension d'orientation est absolument centrale et nous allons monter une conciergerie santé, là aussi originale et nouvelle. Voilà. Donc, créer de la visibilité, créer de la proximité et créer de l'engagement, c'est vraiment les trois domaines sur lesquels nous agissons. Et donc, avec une forte volonté, et les résultats commencent à être là, de sortir du modèle classique de la publicité qui devrait progressivement représenter une part de moins en moins importante de nos revenus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marc. Christophe, j'ai respecté l'horaire. Bravo, merci. L'horaire est parfait. Merci, Marc. Merci. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de peut-être reparcourir les éléments et de rentrer dans le cœur des débats avec notre table ronde d'experts. Oui, je vais tout de suite commencer par une question pour Pierre-Emmanuel Aubert, qui, en tant que business angel, peut nous éclairer sur les grandes tendances de l'innovation actuelle. Quels sont les projets qui vous ont soumis? Y a-t-il une tendance notable? Je vais reprendre peut-être très brièvement notre activité, notre modèle de fonctionnement pour répondre à ta question. En fait, nous sommes un réseau de personnes qui s'engagent à investir dans le capital de PME, mais également à les accompagner. C'est un réseau qui est né en 2008 de la volonté de Bercy de développer des réseaux de business angels dans la santé. C'est des choses qui se développent dans le monde entier, des entrepreneurs qui veulent accompagner des PME. Et Bercy a essayé d'encadrer, de définir les bonnes pratiques de cette activité. Concrètement, 5 ans après, plusieurs dizaines de personnes ont déjà investi à travers notre réseau dans des PME. Plusieurs centaines de PME postulent auprès de notre réseau et nous transmettent leurs projets. Donc, 2 approches. Pour les investisseurs privés qui s'intéressent au fait d'investir dans des PME innovantes, nous rejoindre, c'est nous contacter, c'est relativement simple. Et pour les entrepreneurs qui envisagent de proposer leurs projets, c'est de déposer sur notre plateforme web leurs projets, leur business plan. Alors, ils peuvent mettre, s'ils veulent donner très peu d'informations, juste un executive summary. Par la suite, on aura besoin de documents beaucoup plus élaborés. Et voilà quel est donc notre modèle de fonctionnement. On est donc quoi? On est donc une plateforme de veille. Chiffres positifs, quel est le nombre de candidats que vous recevez en termes de start-up par mois ou par an sur l'année dernière, par exemple? Alors, on reçoit plusieurs dizaines d'entreprises que l'on présente, d'entrepreneurs que l'on présente aux investisseurs. Plusieurs dizaines par an. Plusieurs dizaines par an, d'accord. En règle générale, on en est à entre 3 à 10 par mois. Ok. Et plusieurs centaines qui postulent. Donc on est quoi? On est d'une part un creuset dans lequel on peut observer un très très grand nombre de projets qui nous arrivent. On est d'autre part un réseau d'experts, un réseau de personnes privées qui apportent différentes expertises. Les expertises, elles sont soit sectorielles, donc on a des gens issus de l'industrie pharmaceutique, des nouvelles technos du monde de la santé ou des TIC, des gens qui sont soit du monde de la santé, soit qui s'intéressent et qui veulent se développer dans ce secteur-là parce que ça les intéresse, parce que ça leur plaît. Je ne sais pas moi, Paul Garbet, il avait une SS2I, 250 personnes, il a vendu et il ne connaît rien à la santé, mais il a envie d'investir dans ce secteur qui lui paraît prioritaire. Donc voilà ce que nous sommes. Donc, on a donc une visibilité absolument unique sur toutes ces PME qui nous envoient leurs projets, ce qui nous permet d'identifier, et là je réponds à ta question, des entreprises dans le domaine de la mobilité. Très clairement, l'App Store, c'est né en 2010. Ce jour-là,
un marché est né. Et aujourd'hui, c'est un marché qui prend une place croissante de manière considérable. Certaines applications deviennent des dispositifs médicaux, marque HCE. Donc on voit un secteur qui est d'émergence extrêmement récente. Avant, les entreprises qui font des applications mobiles aujourd'hui, j'en connais quelques-unes, qui faisaient auparavant des flux RSS ou qui faisaient des sites Internet. Donc ces gens qui avaient acquis un savoir-faire l'ont développé ensuite sur cette nouvelle approche d'application. Donc ça, c'est un premier segment qui est considérable. Pourquoi c'est considérable? C'est parce qu'en fait, on constate que l'Internet qui était consulté sur un PC ou sur un Mac jusqu'à encore quelques années, est aujourd'hui maintenant consulté sur un smartphone, sur une tablette, sur des interfaces mi-tablette, mi-smartphone, je ne sais plus comment on les appelle, elles sont intermédiaires. Et donc on constate que les jeunes, d'ailleurs, sont les premiers à avoir basculé sur ces outils et exploitent à fond ces applications qui permettent d'avoir accès à une information qui peut être organisée. Et puis enfin, il existe des agrégateurs de ces applications. Mes amis d'Orange connaissent bien ce AppGratis, qui est une entreprise dans laquelle le fonds d'investissement d'Orange a investi. Et l'approche était toute simple. On identifie des applications qui sont d'habitude gratuites et qui sont d'habitude payantes et qui sont gratuites une journée. Modèle économique qui n'est pas du tout idiot. Et donc on constate que ce segment de la mobilité est très clairement le segment sur lequel les innovations sont les plus récentes, sont les plus importantes et sont exponentielles. Donc un marché de la M-santé qui est vraiment croissant. Je vais me tourner vers Thierry Zilberberg. Est-ce que vous voyez les mêmes tendances et peut-être que vous qui arrivez peut-être à un stade un peu ultérieur, qu'est-ce que vous souhaitez justement vous approprier et intégrer dans vos offres aujourd'hui ? Je ne sais pas si on arrive à un stade ultérieur. Disons qu'on a effectivement 6 ans d'existence, donc on a peut-être des lignes de produits qui sont un peu plus structurées. Pour décrire un peu ce que fait Orange Healthcare aujourd'hui, grosso modo, on a 3 axes dans lesquels on développe nos produits. Le premier axe, c'est tout ce qui est acheminé, stocké, traité de l'information dans le monde des professionnels de santé. Et une de nos grosses activités aujourd'hui autour de l'hébergement de données de santé tourne autour du partage d'imagerie médicale. On a fait l'opération Région sans film sur la région Île-de-France. Et il y a aujourd'hui, sur l'ensemble de la France, de nombreuses régions qui lancent des appels d'offres d'imagerie médicale partagée sur lesquels nous nous positionnons. Autour de ce sujet de partage de l'information médicale, il y a tout ce qui est outils de travail collaboratif sur lesquels il faut greffer des choses. Et puis, une deuxième activité qu'on a toujours dans le monde professionnel de la santé, c'est notre suite qu'on appelle Connected Hospital, qui est finalement tout ce qu'on peut faire pour qu'un hôpital soit connecté, à la fois en interne et vis-à-vis des patients. Et puis, à l'intérieur de cette Connected Hospital, on a également beaucoup de travail sur la traçabilité et en particulier le circuit du médicament, qui est un sujet très important au sein d'un hôpital. Deuxième activité qu'on a, qui est plus une activité, cette fois-ci, je dirais, autour de ce qu'on appelle classiquement la e-santé ou la M-santé, c'est rendre les dispositifs médicaux communicants. Et quand je dis dispositifs médicaux, ça inclut les dispositifs logiciels tels que les a présentés Pierre. Et par exemple, nous sommes partenaires de Volantis dans les opérations Diabéo et l'ensemble de leurs activités, en particulier en hébergeant leurs données de santé. Et nous essayons de rendre le plus de dispositifs médicaux communicants. Dernier domaine d'activité, autour de la prévention du bien-être et, je dirais, du B2C. Comme je vous l'ai dit, sur ce marché-là, aujourd'hui, on est plutôt plus actif dans les pays émergents que dans les pays développés. Donc,
ça vous donne un panorama de nos activités. Et si vous allez visiter notre Health Gallery, vous verrez non pas des projets, mais vous verrez des produits ou des réalisations concrètes qui sont commercialement déployés aujourd'hui. Alors, je dirais par rapport à ça, nous, ce qui nous intéresse évidemment dans ce domaine-là, c'est de rencontrer des gens qui peuvent nous aider à mieux faire tout ce que je viens de vous décrire. Donc, s'il y a des gens qui sont des spécialistes du partage de l'imagerie médicale, ça nous intéresse. Il y a des gens qui sont capables de travailler sur l'amélioration de l'imagerie médicale, l'amélioration de la communication au milieu hospitalier, l'amélioration de la traçabilité. Tout ça, ce sont évidemment des sujets qui nous intéressent parce que ça va venir étoffer notre offre et nos gammes de produits. Dans le domaine du suivi à distance des patients, je pense qu'on a longuement débattu ce matin. Notre problème n'est pas de trouver une énième technologie. Je pense que là, l'inventivité est sans limite. C'est plutôt de nous aider à percer le plafond de verre du modèle économique. Je pense qu'on a eu cette discussion avant la pause. Donc si quelqu'un a l'idée géniale qui permet de percer ce plafond de verre, je suis prêt à lui dérouler un tapis rouge qui sera largement répercuté mondialement, je pense. Ou un tapis orange, peut-être. Et peut-être même un tapis orange. Mais je crois que Pierre vous a expliqué le chemin très long auquel il s'était engagé. Je pense honnêtement, si on prend un peu de recul, cette industrie de la I, de la M-santé, des dispositifs médico-communicants, c'est une chance pour la France. Parce qu'il y a à la fois une excellence médicale, une excellence technologique, une excellence de la technologie de l'information. Il y a très peu de pays au monde qui regroupent ces trois compétences. La France en est une. Et collectivement, je ne vais pas faire de finger pointing aujourd'hui, mais collectivement, je pense qu'on est en train de passer à côté d'une chance historique parce que finalement, pour des raisons qui sont liées à nos modèles économiques, on n'arrive pas à encourager cette économie à se développer, ce qui fait qu'un certain nombre de nos entreprises partent trouver des marchés à l'étranger. Et c'est un vrai débat pour moi. Dernier domaine, c'est tout ce qui est prévention, etc. Là, même chose, on est plutôt dans le B2C. Ce qui m'intéresse là aussi, ça n'est pas forcément des nouvelles technologies, mais c'est peut-être des business models innovants auxquels on n'aurait pas pensé. Merci. Patrick Négaret, une société innovante, quelle qu'elle soit, qui a un produit qui répond justement à ce panorama qui vient de nous être fait, comment s'adresse-t-elle à la CNAM pour le faire financer ou contribuer à son déploiement, pour que la CNAM contribue à son déploiement? Oui, elle s'adresse à la CNAM. J'ai des exemples en tête. Un des plus symboliques, c'est Sephira, qui est une société qui avait bâti un petit outil qui s'appelle Intellio, qui était destiné aux professionnels de santé et qui est un outil mobile. Parce qu'à l'époque, il y a 15 ans de ça, il fallait un ordinateur, etc. Alors pour aller en visite ou c'était assez compliqué et aujourd'hui il est leader sur le marché, ça s'est considérablement développé. Je connais bien, ça partait de la Sarthe, c'était un ancien du GE, Suzanne Vital, qui était venu me voir d'ailleurs, qui est quelqu'un d'assez génial. Donc je pense que quand les gens ont des idées, ce qui les présente à la CNAM, si ça facilite finalement les choses, si ça nous fait des gains de gestion, que ça en fait aussi aux professionnels de santé, ça assure, vous l'avez dit, de la traçabilité, de la réactivité, etc. Il y a vraiment des choses à faire. Il y a un exemple encore plus récent, avec les pharmaciens, c'est ce qu'on appelle SCORE, qui va permettre des échanges avec des serveurs directement avec l'assurance maladie. Pour l'instant, c'était un peu bloqué parce qu'il fallait l'avis de la Commission nationale informatique et liberté, comme à chaque fois. Et une fois que ça va se développer, les gains vont être considérables du côté des pharmaciens et du côté de l'assurance maladie. Alors, à qui on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse à une caisse c'est vrai qu'on n'est pas structuré, il n'y a pas de direction de l'innovation, ou appelons-la comme on veut. Et donc, il faut s'adresser carrément, soit, je sais pas, au directeur général, soit au directeur des systèmes informatiques. Enfin, je crois que c'est un peu la difficulté aujourd'hui. C'est souvent qu'on me demande comment on peut faire pour accéder, etc. Encore tout à l'heure. Là, voilà.
Et c'est vrai qu'il faudrait, je crois, s'arranger pour qu'il y ait des contacts plus fréquents, des présentations, des échanges. Alors, bien sûr, il y a quand même du benchmarking, parce qu'on a un directeur général qui est très intéressé par l'étranger. Je me suis moi-même occupé pendant 15 ans de la mission recherche internationale. On a une direction de la stratégie, donc il y a des gens qui sont ouverts à tout ça. Mais la difficulté, c'est que c'est pratiquement, je dirais, en plus de leur travail. Alors, évidemment, quelque part, ça peut avoir l'air de passer au second plan, si vous voulez. Mais encore une fois, aujourd'hui, les personnes qui imaginent des systèmes qui simplifient aussi bien la gestion interne que la gestion du système de santé, encore mieux, il y a vraiment des choses à faire et on ne peut qu'être preneur parce qu'on est vraiment à l'affût de ça. Je terminerai en disant que ce que j'ai fait pour Santé Active, là, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que c'est venu d'en bas pour arriver jusqu'en haut. Et d'habitude, les innovations, elles ne viennent pas d'en bas parce que c'est peut-être franco-français, c'est qu'on présume que si ça vient d'en haut, c'est valable, si ça vient d'en bas, ça l'est moins, quoi. Et le directeur général encourage aujourd'hui beaucoup les directeurs de caisse à faire preuve d'imagination, d'esprit d'innovation pour ensuite que les projets comme le mien puissent se déployer et être aidés. Voilà. Très bien. Une dernière question. Est-ce qu'on peut éventuellement imaginer un fonds d'investissement géré par la CNAM ou abondé par la CNAM pour favoriser l'innovation dans ce domaine-là? Ou c'est totalement en dehors de la mission de la CNAM? Oui, je n'ai pas pensé à ça, mais je viens d'y penser. Oui, mais la difficulté, c'est qu'autrefois, on avait des fonds qui servaient à ça. Il y a ce qu'on appelle le FNPIS, c'est le Fonds national d'intervention et de prévention d'éducation pour la santé, par exemple. Et aujourd'hui, depuis la loi Hôpital, Santé, Patient, Territoire, ça a été récupéré en grande partie pour les agences régionales de santé, ça a été évoqué tout à l'heure, qui font des expérimentations de nouveaux modes de rémunération collective, etc. Donc on est un peu à la croisée des chemins. Il y a l'assurance maladie qui joue son rôle d'un côté, les ARS de l'autre. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des fonds qui existent. Santé Active, ça a pu être financé parce qu'il existe des fonds qui permettent des expérimentations qui ne sont pas prévues au départ. Voilà. Très bien. Merci. Jean-Paul Rudière, Novo Nordisk investit dans l'e-santé en France ou ailleurs, je ne sais pas. Ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à avoir des solutions dans les pays émergents et pas dans les pays industrialisés. C'est peut-être parce qu'il y a une raison, c'est qu'on investit beaucoup dans les pays émergents. Je ne parle pas que de l'industrie pharmaceutique, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plus de solutions dans les pays émergents qu'en France. Mais en France, il y a tout le terrain qu'il faut, technologique. La seule problématique, c'est le financement. C'est-à-dire, et puis, quelle modalité de partenariat. C'est-à-dire qu'en France, il y aurait des velléités de le faire, mais un labo tout seul avec une solution va être, entre guillemets, suspecté d'intérêt particulier, ou alors l'autre solution c'est d'être taxé, on l'est déjà, mais quitte à être taxé intelligemment, on pourrait avoir des démarches qui soient mutualisées entre plusieurs industriels. On a réussi à le faire, par exemple, pour le développement durable et les DASRI notamment, les évacuations des déchets, où les industriels se sont regroupés pour financer tout le système de collecte qui va être mis en place prochainement. Ça veut dire qu'on peut arriver à mutualiser des offres qui soient de manière générale sur la prise en charge, ça pourrait être un bon modèle. Plutôt que d'être taxé bêtement, on préférerait être mis autour d'une table, être considérés comme des partenaires et apporter des solutions. Ça, je pense que ça pourrait être une bonne démarche, alors au niveau national ou régional, à voir. Certains directeurs d'ARS... Plus précisément, les nouvelles technologies associées à du médicament. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, ça pourrait être soit mutualisé, parce que si chacun arrive avec sa solution, ça va faire encombrement. Donc c'est pas ça, pour moi, c'est pas comme ça que ça va se résoudre. Ça ne peut être qu'à mon avis mutualisé avec les industriels eux-mêmes, parce que sinon chacun va venir avec son device et... Voilà. Donc moi j'y crois très fortement, mais peut-être plus sous un angle mutualisé. Là où on investira plus, effectivement, ça va être autour de l'administration des produits, encore une fois. En tout cas, si je devais parler que le labo que je représente, mais on pourrait l'étendre aux anticoagulants comme par hasard, puisque ça se développe beaucoup. Au niveau des pharmacies d'officine, c'est la première mission HPST qu'on leur donne. Et il y a de la technologie qui se développe autour. Il ne faut pas oublier que les anticoagulants, les insulines, sont des produits à risque. À l'hôpital, ça fait partie des 30 produits à gestion de risque autour de la sécurisation du circuit de médicaments. Donc nous, nos premières applications, ça va être déjà à l'hôpital d'assurer la sécurité du patient hospitalisé autour de flaguer les hyper et les hypoglycémies. C'est une obligation, c'est fixé par l'HAS. Donc il y a toute une démarche intra-hospitalière déjà autour de la sécurisation du circuit, avec les moyens technologiques de pouvoir collecter toutes les données
à l'intérieur de l'hôpital. Et après, je l'ai cité tout à l'heure, c'est la logique de la communication hôpital-ville et ville-hôpital. Et là, il y a effectivement des choses à faire en termes de pousser de l'information vers le professionnel de santé ambulatoire. Et enfin, le troisième axe, pour moi, il est clairement autour de l'apprentissage technologique des produits, le suivi du traitement, l'observance. Et là, il y a un champ d'action qui est, à mon avis, très, très important. Alors, c'est un champ d'action ou c'est un champ de revenus potentiels pour un laboratoire? Le revenu, il est indirect. C'est-à-dire que si on parle bassement intérêt commercial, je veux dire, un patient qui ne prend pas son traitement, c'est un traitement qui soigne. C'est un patient qui ne se traite pas, éventuellement, qui ne va pas prendre son médicament. Donc moi je dis, l'axe qu'on a donné tout à l'heure, c'est assez curieux, il est complètement partagé avec les ARS en disant, mais le rôle de l'industrie pharmaceutique, vous le voyez où? Il est dans dépister plus de patients, plus d'accès au traitement, plus d'accès aux soins, et l'observance, c'est-à-dire maintien des patients sous traitement, accès, maintien, ça va de pair. Perdre un patient aujourd'hui sur un plan, et Dieu sait que les professionnels de l'éducation thérapeutique se plaignent de la taxation à la boîte, etc., les petits revenus, etc. L'accès à l'éducation thérapeutique est encore très hospitalo-centré, il faut le faire décloisonner. Donc l'industrie a un rôle à jouer aussi, et pas négligeable, je pense, surtout cet aspect networking, connecting people. C'est-à-dire que nous, ça, on sait faire, mettre en présence aujourd'hui, parce que si je parle que du diabète, la résolution ne peut pas être autrement que pluridisciplinaire. Un médecin tout seul n'y arrivera pas, un pharmacien tout seul dans son officine n'y arrivera pas, une infirmière non plus. Donc il faut les mettre autour d'une table, effectivement, et qui fait quoi? Parce que la grande question là-dedans, c'est qui fait quoi exactement? Sortir de la défiance. Qui fait quoi? Qui paye quoi aussi? C'est une question qu'on oui, qui paye quoi? Parce qu'effectivement, la e-santé... Est-ce qu'un laboratoire peut justement payer pour que ce genre de solution se développe? Si votre intérêt, il est dans le volume de vente, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des études ou des éléments tangibles qui vous font aller dans ce sens-là, ou c'est impensable? Je ne sais pas. Non, je pense qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est évaluation médico-économique. On en a parlé beaucoup de ça. On ne peut pas lancer un projet aujourd'hui sans avoir un registre de patients et de pouvoir évaluer sur un plan médico-économique l'impact. Donc tout projet aujourd'hui, quel qu'il soit, même un projet de coordination, de coopération de professionnels de santé, et Dieu sait que c'est compliqué à monter aujourd'hui, il y en a très peu qui ont été déclarés quand même depuis la mise en place des ARS. Donc ça montre bien la difficulté aujourd'hui. On a tous les outils en place. Mais de la motiver à des pharmaciens et des médecins à se mettre autour d'une table, vous imaginez qu'on est encore un peu loin. Donc ça, effectivement, il y a tout un enjeu déjà avant de développer des solutions, de dire est-ce que nos professionnels de santé communiquent entre eux? Il y a les moyens pour, maintenant il faut pouvoir les inciter. D'accord. Alors c'est les inciter par de la rémunération, sortir de la rémunération à l'acte, sortir de la rémunération à la boîte, etc. et de fabriquer des systèmes de rémunération variables qui incitent les gens à se coordonner et à travailler ensemble. Ça, c'est à mon avis. Et je sais que dans les entreprises aussi, on a du mal, culturellement, à faire bosser les gens ensemble. Merci. Donc, Édouard Bidou, comment est-ce que les technologies s'intègrent aujourd'hui dans la prévoyance? Est-ce qu'elles s'intègrent, et si oui, comment? On va plutôt parler de petites expériences, on va dire que c'est en devenir. D'ailleurs, je pense que le sujet qu'on aborde aujourd'hui le montre bien. Je crois que la première manière nous, en tout cas, comment on peut aborder le sujet, on est bien d'accord que c'est un sujet de société, c'est que la santé, c'est une question qui concerne tout le monde, on passe de la maladie à la santé. Et il faut être bien clair que si on veut être capable en effet d'améliorer cette santé, la proximité que créent les technologies, en tout cas les santé, permet vraiment de répondre à cet enjeu. En ce qui nous concerne, évidemment, on ne va pas sortir de notre métier. Dans ce que je viens de vous dire, il y a la question et la réponse en même temps. C'est-à-dire que si à partir du moment où on améliore la santé et qu'on a des outils qui sont disponibles pour le faire, on a intérêt profondément à les intégrer dans notre business model. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont on progresse en tout cas aujourd'hui, c'est on part des produits qui existent aujourd'hui, qui sont sur des produits qui couvrent le risque lourd, l'incapacité, c'est quand même le décès, enfin des choses qui sont pas très drôles. On peut parler aussi d'ALD, de maladies chroniques, mais qui deviennent vraiment très, très, très handicapantes. Et on cherche progressivement finalement à faire entrer ce que nous apportent l'e-santé et les technologies dans la manière de mieux répondre à l'attente de la personne. C'est-à-dire ne pas faire le pari de lui présenter un truc complètement dément, où il y a plein de services à tous les étages,
qu'il ne pourra même pas utiliser, puisqu'il n'est même pas convaincu que ça fonctionne, mais peut-être beaucoup plus de lui proposer particulièrement ce qu'il vient chercher chez nous, c'est-à-dire une protection aujourd'hui financière d'un risque qui peut survenir plus tard, et lui montrer progressivement comment, par des services bien pensés et pertinents dans différents endroits du fonctionnement de ce produit, on arrive à le protéger contre ce risque duquel il a peur. Il vient se protéger. Ce qui est pour nous finalement le véritable moteur qui fait le lien entre notre métier d'aujourd'hui et le métier de demain. Quelque part, c'est comme si on doit faire en sorte que l'offre qu'on propose, ainsi que finalement l'ensemble de l'entreprise, à chaque contact, puisqu'on parle de santé, à chaque contact, on est mieux protégé qu'avant qu'on ait eu ce contact. Ça rejoint ce que j'ai entendu sur le Figaro Santé, ça rejoint beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Alors, à court terme, il est évident que si on met cette valeur ajoutée en exergue, pour un assureur, la première chose qu'il fait, qu'il crée de manière très concrète et économique, c'est l'intérêt que le client peut porter à son offre, et donc il va le fidéliser. L'idée ensuite, c'est que cette fidélisation, elle serve sur le temps et qu'on mette à profit cette relation permanente que créent les technologies pour apporter un plus en termes de protection. On le fait, évidemment, enfin je dis évidemment, c'est peut-être pas le bon terme tout de suite, mais on l'a décrit, on l'a mis en place en 2009 dans un contrat lié à la dépendance, où là, en effet, je rejoins l'idée d'avoir du présentiel, c'est que c'est une plateforme téléphonique, ou télémédecine, on peut appeler ça comme ça, mais on n'est pas sur de la médecine, on est sur une partie de prise de conscience du sujet. On a développé, on en cours bientôt de décommercialisation d'un outil beaucoup plus technologique qui permet d'accompagner cet aspect présentiel. Mais c'est aussi des sujets énormes, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle des travaux autour de la dépendance, parce que c'est un sujet qui est plus ou moins d'actualité, je ne sais pas comment il faut le prendre, on voit bien que l'idée de travailler sur les dépendances évitables, avec des parcours de soins, on entend beaucoup parler de ça, c'est un secteur aussi très très intéressant. Mais à la limite, ça c'est presque, on en parle beaucoup, c'est un peu tendance. L'autre truc qui est plus intéressant, c'est parler de la fragilité. Si vous voulez demain, si on veut vraiment travailler sur le parcours de vieillissement de la personne, pas un parcours de soins, le parcours de la personne, c'est ça qui compte demain. Il faut bien s'intéresser aux moments clés qu'on ne voit pas aujourd'hui et qui vont être pourtant des sources de défaillance de son organisme sur lesquelles nous devons intervenir. La fragilité, un exemple, c'est 65-70 ans, c'est un organisme qui est en effet beaucoup plus fragile, comme son nom l'indique, et qui risque de devenir dépendant à n'importe quel moment. On doit le repérer, et l'approche qui va être... Parce qu'on n'est pas dans la maladie, et donc l'approche qu'il va falloir mettre en œuvre est complètement différente et pertinente par rapport au risque de dépendance. Et là, il y a un champ très intéressant de développement. Juste pour terminer... Allons-y. Je connais pas tout le monde. C'est très difficile de se repérer dans le monde des technologies. Tout le monde a son offre, son truc, etc. C'est pas très simple. Ce que je comprends en revanche, et qui m'a l'air tout à fait vraiment intéressant et qui nous ouvre des perspectives, je pense, vraiment très, très importantes, c'est qu'avec les systèmes qui existent de plus en plus, alors je suis pas, j'ai utilisé l'acronyme API, je crois que ça permet finalement de faire des liens entre des objets intelligents et puis des gros systèmes comme ceux qu'on a pour gérer nos contrats. Vous vous rendez pas forcément compte, mais c'est quand même la promesse que demain on puisse faire des contrats agiles. Pas des contrats que vous signez une fois et puis après vous allez voir ce qui se passe. Non, ça permet de créer des échanges de données permanents entre vos comportements et ce pourquoi vous êtes couverts et protégés. Ça ne veut pas dire que je veux avoir accès aux données, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les données, quand elles arrivent à un moment donné, c'est précise que vous êtes dans tel ou tel état, vous avez le droit à telle ou telle prestation qui est déclenchée par une tierce personne. Hein. C'est pas mon intérêt à moi de tout savoir. Mais tout ce qu'on a dit avant, finalement, avec les évolutions qui sont en train de se faire, qui ne sont pas forcément toujours visibles, pour nous, tel que je le constate dans notre métier, c'est de rendre des contrats plus proches de la personne, qui sont finalement capables de réellement le protéger, et pas uniquement assurer des statistiques, ce qui est le métier de l'assureur, jusqu'à présent. Très bien. Je vais peut-être poser une question générale. J'étais intéressé de la présentation du modèle de l'Institut de la Vision qui fait collaborer un territoire, des laboratoires, des grands groupes, des plus petites structures, la recherche hospitalière et que sais-je encore, j'ai oublié les autres. Mais est-ce que, selon vous, on ne pourrait pas créer un institut de la santé au même titre que l'Institut de la Vision, c'est-à-dire que mettre en commun des savoirs et surtout des moyens de financement qui sont connexes et qui vont tous en fait dans le même sens, mais qui sont chacun portés assez encore en silo.
Je vois Pierre-Emmanuel prendre le... C'est le rôle des pôles de compétitivité, normalement. Et on trouve, par exemple, dans le pôle de compétitivité, il y en a 8 en France. Donc, il y en a un qui est à Paris, Médicène, qui agrège actuellement les PME, les chercheurs, qui commencent à agréger les grands groupes, qui pourraient envisager d'agréger les investisseurs en 2013, mais qui n'envisagent pas encore de solliciter d'autres acteurs. Et je crois que c'est bien dommage parce que c'est le développement de clusters réels à fort potentiel qui permettra ce développement. Et là, face aux enjeux que l'on a, parce qu'on voit quand même une montée en puissance du patient, on voit l'émergence de TIC qui sont de plus en plus sophistiquées, fines, une transformation des usages. Il est absolument nécessaire d'avoir ce fonctionnement en cluster. On ne peut pas se priver d'un fonctionnement dans lequel l'interactivité n'existe pas entre les différents acteurs. On parlait des investisseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est un terrain propice à l'investissement ? Est-ce qu'il y a des côtés positifs, forcément, beaucoup, d'autres qui le sont moins. Comment évoluent les chiffres aujourd'hui dans le domaine de la santé? Je vais avoir une double réponse. La première, c'est que investir, lorsqu'on a un petit peu d'argent, et je pense que la plupart des gens qui sont ici, s'ils ont eu du temps, c'est qu'ils ne sont pas en train de travailler, donc vous avez forcément un petit peu de moyens. Investir dans un appartement, une maison, votre résidence principale. Je pense que 80% de la salle a dû faire un jour un investissement dans un bien immobilier. C'est très facile, hein. Il y a des agences immobilières, des notaires qui vous conseillent. C'est fléché, c'est organisé. À Bercy, je pense que 80% des collaborateurs de Bercy sont passés par là, ils sont propriétaires, ils savent ce que c'est. Ce n'est pas du tout le cas pour une PME. Investir dans une PME, c'est la jungle. On ne connaît pas, on ne sait pas comment ça se passe. Ça n'est pas fléché, ça n'est pas organisé. Et je pense que 85 ou 90% de mes interlocuteurs à Bercy n'ont jamais investi dans une PME. Exactement comme 85 à 90% de nos décideurs, parlementaires ou sénateurs, n'ont jamais investi dans une PME. Et donc là, je pense qu'on a une véritable difficulté liée à quelque chose qui est nouveau. Investir dans un grand groupe coté en bourse, que ce soit Orange ou un autre, c'est facile. On donne un ordre et puis voilà. Investir dans une PME, c'est difficile. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. À côté de ça, on constate que dans le monde entier, il y a des gens qui investissent de plus en plus dans des PME. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un mouvement qui est porteur. Alors, il peut être plus ou moins soutenu du côté de l'investisseur ou du côté de l'entrepreneur. Et je serais partisan de ne pas rentrer dans le débat sur la fiscalité des entrepreneurs, des investisseurs, parce que je ne pense pas que ce soit là que se situe le débat, mais beaucoup plus dans le fait de créer un environnement économique propice au développement de PME qui puissent devenir de véritables grands groupes. Ce n'est pas normal qu'on se dise aujourd'hui aux assises de l'entrepreneuriat, créer des Facebook, créer des Google, créer des Amgen en France, non, pas possible. L'environnement économique pour le développement de ces PME n'est pas suffisamment propice. Et je crois que c'est là où se situe le nœud que nous avons, d'où la nécessité d'une interactivité entre les différents acteurs, puisqu'on a par ailleurs des atouts absolument gigantesques en France. Je pense que le monde entier nous envie l'assurance maladie. Il faut quand même être lucide là-dessus. Ça a certainement des défauts, mais ça a quand même beaucoup de qualités. La France a donné naissance à Médecins sans frontières, Médecins du Monde et à plein d'ONG. Les French Doctors. Je peux vous garantir que c'est une réalité. Enfin, peut-être parce que je suis médecin que j'évoque ça, mais on a une réalité d'une identité du monde de la santé en France qui est unique au monde. L'insuffisance d'interactivité entre les acteurs est peut-être ce qui nous fait le plus défaut. Je voudrais intervenir parce que finalement je me tire une balle dans le pied, mais quand même, le temps est trop long. Monsieur, vous l'avez dit très bien tout à l'heure. À partir du moment où vous voulez investir dans quelque chose, vous passez par tellement d'étapes, de procédures, de services en tout genre, que ce soit Bercy, la Caisse nationale, l'AHS, que sais-je encore. Il y a toujours un obstacle supplémentaire à franchir, et ça fait qu'on arrive à des délais vraiment incommensurables. Moi, j'ai commencé en 98, vous avez vu tout à l'heure, à parler de santé active. Et j'ai été nommé en septembre 2011.
après avoir prouvé par A plus B que ça marchait, que ça rapportait, etc. Donc vraiment, et là maintenant que je suis dans le projet national, je peux vous dire qu'il faut avoir l'âme chevillée au corps pour franchir les obstacles. Tous les jours, c'est Vincennes saut obstacle, quoi, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, etc. Ça énerve le directeur général lui-même, hein, qui dit mais comment on avance dans ce pays ? Et ça, alors ça, c'est un retard à l'investissement considérable. Parce que moi, à mon modeste niveau, j'ai fait travailler quelqu'un qui a bossé là-dessus, qui a des emplois, c'est une PME de 140 personnes, et il y a plein de gens qui pourraient le faire. Mais si on le fait dans 5 ans, dans 5 ans, je ne sais pas où on en sera. Et moi je dis encore une fois, ce qui me frappe, c'est tous les obstacles qu'on a qui font que les procédures se rajoutent, etc. On dit c'est facile de créer une entreprise. Oui, la créer, mais la faire fonctionner, c'est autre chose. C'est là que ça joue. Alors, je ne parle pas de l'urbanisme, enfin, tout est imaginable. Ouais. Thierry je vais prendre le contre-pied de mes deux honorables voisins. À mon sens, en France, on ne manque pas tellement de capital risque. On ne manque pas tellement de capital pour la phase initiale des entreprises. Je connais pas mal de fonds d'amorçage qui sont toujours prêts à mettre. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile. Par contre, là où c'est plus délicat, c'est dans la phase d'après. Et donc, c'est dans la phase de développement. Et là, encore une fois, je pense que la difficulté, elle ne vient pas forcément des investisseurs. Parce que les investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels, sont des gens qui sont prêts à mettre de l'argent. Elle vient toujours de notre histoire de business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un investisseur, si vous mettez de l'argent quelque part, vous attendez d'avoir une certaine visibilité sur comment ça va se dérouler. Et si on vous explique qu'il y a effectivement une course d'obstacles qui va durer donc de 98 à 2011, si mes calculs sont bons, ça fait 13 ans. Donc, et de 2004 à 2013, ça fait 9 ans. Si on vous explique que vous allez mettre de l'argent et puis pendant 2 ans, vous ne savez pas si ça va bien se terminer, et puis au bout de 9 ans, on va vous dire en fait non, et bien vous allez prendre votre argent et vous allez le mettre ailleurs. Et la vraie difficulté, je pense, si on prend un pas de recul, tout ce dont on discute aujourd'hui, c'est le confluent entre les technologies médicales et les technologies de l'information. Et là où on essaye de faire changer les choses, ça n'est pas parce qu'on introduit une nouvelle technologie médicale. Parce que si vous introduisez une nouvelle drogue ou une nouvelle technologie médicale, il y a des parcours qui sont fléchés et qui sont assez connus. Les industriels de ce secteur-là connaissent exactement le cycle. Par contre, nous parlons d'innovation de processus. On parle du fait que les technologies de l'information rendent une manière différente de faire de la médecine ou de faire de la santé. Et une manière différente, ça veut dire que tous les acteurs de la chaîne travaillent différemment. Et pour que tous les acteurs de la chaîne travaillent différemment, il faut qu'on le teste. Il n'y a pas d'autre méthode. On ne peut pas imaginer autre chose. Et donc, on n'est pas capable de faire les études médico-économiques randomisées classiques. Ça n'a rien à voir. Si vous dites « je vais surveiller à distance un patient atteint de maladie chronique », vous n'allez pas faire... Aujourd'hui, l'étude médico-économique, c'est je prends une population cible, la moitié de la population a droit au placebo, l'autre moitié a droit à la drogue, et puis on est en double aveugle, personne ne fait qu'il l'a, et à la fin des fins, on regarde si par rapport à la population test, on a un gain. Mais là, on va faire les choses très différemment. On va dire à un certain nombre de professionnels de santé, vous allez travailler différemment, vous allez avoir de l'information qui va vous remonter, vous allez suivre des patients. Comment on mesure ça ? Aujourd'hui, la seule manière de le mesurer, c'est donc de l'expérimenter. Et dans notre beau pays qu'est la France, quand on parle d'innovation, et le débat a porté là-dessus, on parle de fonds qui vont aider des entreprises à créer des nouvelles technologies. À mon sens, le vrai sujet, c'est que nous trouvons face à une innovation qui n'est pas un problème d'innovation technologique. L'innovation technologique en France, on sait la faire. On a des pôles de compétitivité, des investissements d'avenir, des instituts hospitalo-universitaires, et que sais-je encore. Et l'Institut de la Vision en est un bon exemple. On est dans un truc très différent. On est dans un truc qui est l'innovation de processus, qui demande de débloquer des fonds différents sur un temps plus long. Et aujourd'hui, aucun service public français n'est capable de fournir des fonds pour faire ça.
Donc ce qui nous manque, c'est une volonté politique claire, affichée. C'est une compréhension du fait qu'on est face à une innovation différente. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer la parole à l'audience en prenant une ou deux questions, vu le temps qui nous reste. Oui. Bonjour, Étienne Turion, WebHelp. Moi, je voulais savoir s'il y avait un changement de ligne directrice avec le nouveau gouvernement sur la partie télémédecine. Alors, ce genre de question est toujours difficile d'apporter de réponse quand on n'a pas de membre du gouvernement. Alors, est-ce que je reformule, est-ce que vous sentez qu'il y aura un changement de direction? À ce stade, je pense pas. J'ai rien remarqué non plus pour l'instant. Rien dans le radar. Ça va peut-être échapper. Moi, je lis la presse comme tout le monde, mais pour l'instant, j'ai pas le sentiment qu'il se passe grand-chose. Mais dans les études de médecine, il n'y a rien encore pour l'instant. Hein. D'accord. Non, mais on est sur un process qui est long et donc qui dépasse complètement des choix ponctuels sur quelques années. Le développement du dossier médical personnel ou partagé, ça fait 20 ans qu'on en parle. Donc je crois qu'il y a une lame de fond qui se développe et qui est qui à la rencontre de nouvelles technologies qui sont maintenant au point, de nouveaux usages qui n'arrêtent pas de changer tous les jours. C'est considérable, de la montée en puissance du patient. Donc les gouvernements accompagnent, mais je n'ai pas le sentiment qu'ils soient des forces d'inflexion très fortes. Je pense que ce sont les structures qui sont en place, les grandes entreprises qui donnent une orientation, l'assurance maladie, les assureurs, l'Institut de prévoyance qui balisent le paysage. Merci. Une autre question, peut-être? Intervention? Vision? Non? Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de passer à la conclusion avec Marc Salomon. Marc, qu'est-ce que vous retenez de cette table ronde, des débats? Exercice difficile, surtout après la brillante introduction de M. Picard, qui a quand même bien montré 3 points qui sont pour moi et qu'on a retrouvés, c'est-à-dire d'une part la complexité. On est vraiment dans un monde complexe. On le savait, Edgar Morin nous alerte là-dessus depuis des années, mais néanmoins, la complexité, la nécessité de mettre en place une nouvelle chaîne de valeur et qui finance. Donc, moi, je pense qu'il y a 3-4 points clés qui sortent de ce qu'on s'est dit aujourd'hui et ce matin, je vais dire. Premièrement, c'est effectivement la dimension de ROI. Il faut que ces projets soient rentables, et avec une dimension d'efficience, comme l'a dit M. Zilberberg. Et puis de l'autre côté, évidemment, cette dimension d'accès aux soins qu'on oublie beaucoup, et ma fibre humanitaire me ramène aussi là-dessus. C'est-à-dire, l'accès aux soins, c'est quand même un enjeu absolument énorme, mais certains modèles qui sont ici peuvent aller là-bas, j'allais dire, et apporter réellement une grosse valeur ajoutée. Donc, ce ROI, c'est soit la substitution de l'existant, soit une rentabilité propre, soit faire payer l'utilisateur. On va y arriver, c'est évident, ça viendra. Soit en direct, soit ça sera caché dans le contrat d'assurance, mais on va y arriver. Je sors aussi de cette réunion de manière extrêmement positive sur l'aspect partenariat. Je crois que rien ne se fera seul. Cette dimension de partenariat, elle est partout. Laurent Goldstein fait un partenariat quand même entre un assureur, industrie pharmaceutique et un assisteur. C'est quand même un peu nouveau. C'est quand même des choses qui vont bien. Voilà. Ensuite, la dimension technique. Thierry Zilberberg nous l'a dit, c'est pas un problème de technologie. On y est, on a tout. C'est quand même un problème de donneur d'ordre. Et à ce niveau-là, le recentrage d'Orange sur sa position d'aider les acteurs et de non plus être en premier rang comme il a pu l'imaginer aussi peut-être avant, c'est, je pense, un élément extrêmement positif pour les gens qui innovent et pour les gens qui vont en avant. Ensuite, je pense qu'il y a un autre point qui est absolument essentiel qui sort de ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, c'est centrer patient. Centrer patient, le patient au centre, enfin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le prescripteur, il n'y a plus le patient au centre, et les assureurs sont vraiment en premier lieu là-dessus, et avec, j'allais dire, cet enjeu, ce rapport d'un grand cabinet de conseil international qui est sorti au mois de décembre et qui dit, voilà, c'est clair, 19e siècle, l'hygiène et le sanitaire. Parfait.
bravo, les vaccinations, tout ce qu'on veut. 20e siècle, les médicaments et les devices. Voilà ce qui a fait, les technologies, voilà ce qui a fait progresser la santé, voilà ce qui a participé aux maîtrises de santé. 21e siècle, le changement de comportement. Voilà, c'est le changement de comportement qui permettra de pouvoir et d'accompagner les gens et qui participera à la maîtrise des dépenses de santé. Je vous engage beaucoup à regarder de ce rapport. Ensuite, bien dans les grands points, donc les assureurs, ils sont là et ils vont, je crois qu'on l'a dit un peu à la fin, M. Billot l'a dit un peu à la fin, apporter du service, mais aussi participer à son business. C'est-à-dire, c'est un outil de fidélisation, c'est un outil qui permet de vous positionner de manière différente. C'est-à-dire que l'assureur n'est plus vu uniquement pour rembourser quand le risque arrive. Il anticipe le risque, c'est le sens de l'histoire. Je pense qu'il y a un point aussi qui a été abordé de manière très forte, c'est l'observance. Voilà, moi, ça fait des années que j'essaye de faire des programmes d'observance. On y est enfin arrivé, mais c'est aussi, comme le disait Patrick Négaret, c'est 7 ans pour y arriver, c'est parfait. Mais je pense que l'OMS l'avait dit il y a 10 ans, si vous avez de l'argent et que vous voulez aussi maîtriser les dépenses de santé et faire avancer les choses, vous n'achetez pas un scanner ou une IRM, vous mettez tout votre argent dans l'observance. Et là, vous allez faire avancer les choses. Voilà. Donc, je crois que anticiper est un mot qui est sorti fort. Les datas, on en aura obligatoirement besoin. On ne peut pas évaluer, on ne peut pas demander de faire de la rentabilité économique si on n'a pas accès à toutes les datas. Donc c'est un débat qui va obligatoirement sortir. Je terminerai sur ça en essayant d'avoir été aussi... Oui, je crois que Pierre-Laurent et M. Gutmann ont montré aussi cette dimension du partenariat très forte. J'ai bien aimé aussi le fait de mettre les paramédicaux dans le système. Je pense qu'on les oublie et je pense que ça sera aussi un moyen de maîtriser, c'est-à-dire de déléguer une partie des actes aux paramédicaux et les nouvelles technologies vont sûrement aider à ça. Mais là aussi, beaucoup de partenariats. La récompense aussi. J'ai oublié de citer ça dans le projet de Laurent Goldstein. La récompense, moi je rêve, moi qui travaille avec la CNAM sur ce programme d'éducation santé, je dis, Monsieur Négaret, alors qu'est-ce que vous leur rendez aux gens qui ont fait le programme correctement? Vous leur baissez la cotisation? Comme on dit chez moi dans le Sud, il me retire le bonjour. Donc voilà, je termine en disant 2 choses. Apporter du service aux patients, apporter du service aux médicaments, apporter du service au contrat d'assurance, je pense que c'est le bon chemin. Et puis, le mot de la fin, c'est comme d'habitude, c'est les investisseurs. C'est M. Aubert qui nous dit, évidemment, il y a des projets. Évidemment, il y a beaucoup de projets. Évidemment, je pense qu'il y a encore de l'argent. Par contre, le passage à l'acte est quelque chose qui nous manque tellement dans ce pays. Et donc, il faut passer à l'acte. Il faut évaluer, bien sûr, mais il faut passer à l'acte. Et peut-être ce péché, c'est dans les 7 péchés capitaux, il y en avait un 8e qui a été oublié et qui va bien dans ce sens-là, ça s'appelle le péché d'ascétie. Et le péché d'ascétie, ça veut dire ne pas renoncer à l'espérance. Et je pense que là, on est sur le bon chemin. Je vous remercie. Merci infiniment. Voilà, nous allons clôturer donc cette séance. Merci infiniment d'être venus. Un énorme merci à nos intervenants pour avoir participé. Simplement, un point d'agenda. La prochaine table ronde se déroulera donc le 9 avril. Bien entendu, vous retrouverez la globalité des éléments présentés aujourd'hui, le compte-rendu, la vidéo sur le site de l'EBG, le lien pour vous inscrire. Et moi, je retiendrai une phrase, je vous l'avais dit, Thierry, c'est vous qui l'avez dite. Nous avons individuellement des savoir-faire extraordinaires, mais attention, car collectivement, nous sommes en train de passer à côté d'une opportunité historique. Merci, bonne journée. Oui, un point simplement, je vois Emmanuel. Inscrivez-vous au Orange Healthcare pour la visite. Nous avons fait la visite avant de venir. C'est assez extraordinaire d'être baigné au cœur de l'innovation et de tester les nouvelles applications. Merci beaucoup.
Pour moi, il est complètement à l'image de ce qu'il a dit aujourd'hui.